Une invitation arrive, un message sur votre téléphone portable, un anniversaire, un barbecue chez quelqu'un, une rencontre informelle après le travail. Vous le lisez, vous le relisez, et quelque chose vous serre le cœur. Ce n'est pas de la paresse, ce n'est pas de la fatigue, c'est autre chose. Vous regardez l'écran et ressentez un poids qui ne devrait pas exister dans une chose aussi simple. Refuser semble incorrect, accepter semble pire. Vous répondez donc poliment avec une excuse raisonnable et rangez votre téléphone portable. Mais le sentiment persiste. Cette question gênante qui revient sans cesse, y a-t-il quelque chose qui ne va pas chez moi? Parce que quand on regarde autour de soi et qu'on se rend compte qu'on n'a pas ce groupe d'amis proches, que personne ne nous appelle chaque semaine, que personne ne nous invite à tout, la première réaction est de penser que le problème vient de nous, que nous sommes trop difficiles, trop exigeants, que si nous étions plus légers, plus faciles, plus accessibles, nous aurions plus de gens autour de nous. Mais la vérité que personne ne dit, c'est que cela peut être exactement le contraire. Il se peut que vous n'ayez pas d'amis précisément parce que vous êtes devenu trop fort. Fort dans le sens où vous n'acceptez pas n'importe quoi. Fort dans le sens où vous préférez le silence au bruit vide. Fort dans le sens où vous avez développé une perception trop aiguë pour supporter la fausseté. Il existe un type spécifique de solitude qui ne vient pas de la fragilité. Elle vient de la lucidité. Certaines personnes voient des choses que d'autres préfèrent ignorer. Elles sentent quand quelqu'un force l'intimité. Elles remarquent quand une conversation n'est qu'une mise en scène. Elles identifient quand tout l'environnement est un théâtre et que personne n'a encore retiré son masque. Ce n'est pas de la paranoïa. Ce n'est pas de la méfiance pathologique. C'est simplement un niveau de perception qui fonctionne comme un filtre automatique. Et plus vous voyez, moins vous tolérez. Plus vous vous connaissez, moins vous acceptez ce qui ne correspond pas à qui vous êtes. Et cela vous éloigne inévitablement. Carl Jung a passé des décennies à étudier ce qu'il a appelé l'individuation, le processus qui consiste à devenir qui vous êtes vraiment. Et l'une des choses qu'il a remarqué, c'est que ce chemin passe presque toujours par des périodes de profonde solitude. Non pas parce que la personne s'isole par peur, mais parce qu'elle cesse de s'intégrer dans les endroits où elle prétendait auparavant appartenir. Les anciennes amitiés commencent à sembler superficielles. Les conversations qui étaient auparavant amusantes semblent désormais creuses. Les environnements qui étaient auparavant confortables semblent désormais étouffants. Et le sentiment qui subsiste est celui d'un décalage. Comme si vous aviez grandi en dehors de votre propre cercle social et que vous ne saviez plus comment y revenir. Ou pire, vous savez que vous ne voulez plus y revenir. Ce que peu de gens comprennent, c'est que cette solitude n'est pas un défaut. C'est un symptôme d'évolution. Lorsque vous développez une réelle conscience de vous-même, lorsque vous cessez de porter des masques, lorsque vous décidez de ne plus entretenir des relations qui vous épuisent uniquement pour ne pas être seul, vous réduisez automatiquement le nombre de personnes qui vous entourent, car la plupart des relations sociales ne survivent pas à ce niveau d'authenticité. La plupart des amitiés sont construites sur la commodité, la proximité, l'habitude. Et lorsque vous commencez à exiger la vérité, la profondeur, une réelle réciprocité, beaucoup de gens disparaissent, tout simplement. Non pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce qu'ils ne sont pas au même niveau de conscience que vous. Et cela crée un paradoxe troublant. Les personnes les plus fortes émotionnellement, les plus conscientes, les plus authentiques, finissent souvent seules. Non pas par manque de sociabilité, non pas par antipathie, non pas par timidité ou par difficulté à créer des liens, mais parce qu'elles ont développé des filtres internes que peu de gens parviennent à franchir. Et ces filtres n'ont pas été créés sur un coup de tête. Ils ont été construits au fil des ans. Souvent, ils ont commencé dans l'enfance, dans des foyers où vous avez appris que la proximité peut être dangereuse, où vous avez découvert que toute affection n'est pas sûre, où vous avez développé un radar émotionnel si affiné qu'il ne s'éteint plus jamais. Puis vous grandissez, vous mûrissez, vous évoluez, et le radar continue de fonctionner. Seulement, désormais, il ne vous protège plus des dangers réels. Il vous isole des relations possibles, et vous ne remarquez pas toujours quand le mécanisme de défense est devenu une prison. Quand la sélectivité saine est devenue une rigidité excessive, quand le fait de prendre soin de soi est devenu une incapacité à faire confiance, car de l'extérieur, cela semble être la même chose, mais à l'intérieur, c'est complètement différent. Il y a une différence énorme entre être seul parce que vous avez peur et être seul parce que vous savez qui vous êtes, entre l'isolement réactif et l'individualisation authentique, et comprendre cette différence change tout.
Tout au long de cette vidéo, nous allons explorer l'architecture psychologique derrière cette solitude. Comment elle commence? Pourquoi elle persiste? Quand elle est une force et quand elle est le symptôme de quelque chose qui doit être examiné. Nous allons comprendre ce qui se passe lorsque la perception aiguë rencontre un monde superficiel, lorsque l'autoprotection devient la norme permanente. Et surtout, nous allons découvrir si ce que vous ressentez est une évolution ou si c'est de la peur déguisée en sagesse, car ce n'est que lorsque vous comprenez vraiment ce qui se passe que vous pouvez faire un choix conscient. Rester seul ou renouer des liens, maintenir les filtres ou les assouplir, se protéger ou s'ouvrir. Mais pour faire ce choix, vous devez d'abord comprendre d'où vient cette capacité à être seul. Et c'est par là que nous allons commencer. Certaines personnes entrent dans une pièce et ressentent l'ambiance. D'autres entrent dans la même pièce et ne remarquent rien. Pour elles, tout est normal. Les conversations coulent, les rires fusent, l'atmosphère semble légère. Mais vous entrez et vous le sentez tout de suite. Quelque chose ne va pas. Le rire de quelqu'un semble trop forcé. Une autre personne sourit, mais son corps est tendu. Une conversation a lieu, mais les mots ne correspondent pas à l'énergie. Et vous ne pouvez pas l'ignorer. Alors que tout le monde est détendu, vous êtes en train de traiter l'information, d'analyser, de ressentir des nuances que personne d'autre n'a encore perçues. Et ce n'est pas un don, c'est un fardeau. Cette perception aiguë ne vient pas de nulle part, elle s'acquiert. Souvent, elle commence tôt, dès l'enfance, dans des environnements où vous deviez deviner l'humeur des adultes avant de dire quoi que ce soit. Des maisons où le silence avait un sens, où vous appreniez à lire les micro-expressions faciales pour savoir s'il était sûr de demander quelque chose, où la température émotionnelle changeait rapidement et sans prévenir. Et pour survivre, vous avez développé un radar, un système d'alerte interne qui détecte l'incohérence, la fausseté, le danger émotionnel. Et plus vous utilisiez ce radar, plus il devenait sensible, jusqu'à devenir une partie intégrante de votre façon de percevoir le monde. Mais maintenant que vous êtes adulte, ce même mécanisme continue de fonctionner. Vous engagez une conversation informelle et vous remarquez immédiatement quand quelqu'un ment. Pas un mensonge déclaré, un mensonge subtil, celui que tout le monde fait semblant de ne pas voir. Vous sentez quand une personne est gentille uniquement par politesse, quand un compliment est vide de sens, quand l'intimité est forcée trop rapidement. Et tandis que les autres acceptent tout cela comme normal, comme faisant partie du jeu social, vous n'y arrivez pas. Votre corps réagit, votre esprit enregistre, et quelque chose en vous s'éloigne automatiquement. Carl Jung parlait beaucoup de la persona, le masque social que nous utilisons pour nous adapter au monde. Tout le monde en a un, c'est nécessaire. Mais certaines personnes, ayant développé une conscience profonde d'elles-mêmes, en viennent à voir les personas des autres avec une clarté dérangeante. Et quand vous voyez un masque, vous ne pouvez plus interagir avec lui comme s'il s'agissait d'un vrai visage. Vous savez que vous parlez à la version éditée de la personne, et cela crée une distance, parce que vous ne voulez pas la version éditée, vous voulez la vraie. Mais la plupart des gens ne l'offrent pas. Ils ne savent même pas comment l'offrir, parce qu'ils ont passé toute leur vie à entraîner leur masque et ont oublié ce qu'il y a en dessous. Et il y a une autre couche dans ce processus. Vous ne percevez pas seulement la fausseté chez les autres, vous percevez une motivation cachée, cette personne qui ne vous cherche que lorsqu'elle a besoin de quelque chose, cet ami qui n'apparaît que pour se plaindre, mais qui n'est jamais disponible quand vous avez besoin de lui. Ce groupe qui vous inclut, mais où vous avez l'impression d'être analysé en permanence. Et cela fatigue, parce que traiter chaque interaction à plusieurs niveaux est un travail cognitif intense. Pendant que quelqu'un se contente de discuter, vous décodez ses intentions, mesurez sa sincérité et calculez les risques. Et à la fin de la conversation, l'autre personne est détendue. Vous êtes épuisé. Ce type de perception crée un filtre brutal. Vous commencez à éviter les environnements où vous savez que vous trouverez de la performance plutôt que de l'authenticité. Les fêtes où tout le monde joue le rôle de la meilleure version de soi-même. Les réunions sociales où les conversations tournent en rond. Des rencontres fortuites où personne ne dit rien de réel. Et lorsque vous évitez ces endroits, vous évitez automatiquement la plupart des occasions de vous faire des amis. Car c'est dans ces endroits que les amitiés se nouent, généralement. Une proximité répétée, des conversations légères, une coexistence fortuite qui se transforme peu à peu en intimité. Mais vous ne supportez pas cette construction lente basée sur la superficialité. Vous voulez de la profondeur dès le début, et presque personne ne vous offre cela d'emblée. Alors que se passe-t-il? Vous restez seul,
non pas parce que vous êtes incapable de créer des liens, mais parce que votre système interne de lecture rejette la plupart des liens avant même qu'ils ne commencent. Et les gens autour de vous interprètent cela comme de la froideur, comme du désintérêt, comme de l'arrogance. Mais ce n'est pas du tout le cas, c'est de la protection. Vous protégez votre énergie des interactions qui vous épuisent sans vous combler. Vous protégez votre paix intérieure des relations qui exigent de porter un masque. Vous protégez votre vérité des environnements où elle n'est pas la bienvenue. Mais cela pose un sérieux problème. Lorsque vous vous fiez trop à votre perception, lorsque vous croyez que vous voyez toujours plus que les autres, vous pouvez commencer à projeter, à voir des choses qui ne sont pas là, à interpréter la neutralité comme de l'hostilité, lire une intention négative là où il n'y a qu'une simple inattention. Et alors, la frontière entre intuition authentique et méfiance pathologique devient floue. Vous ne savez plus si vous vous protégez ou si vous vous isolez inutilement, si le problème vient des autres ou de la façon dont vous les interprétez. Et ce doute vous ronge de l'intérieur. Car si vous ne pouvez pas vous fier à votre propre perception, à quoi pouvez-vous vous fier? Jung dirait qu'une partie de ce processus consiste à reconnaître sa propre ombre, à accepter que vous portez aussi parfois un masque, que vous avez aussi déjà été faux, que vous avez aussi déjà feint un intérêt qui n'existait pas, et que le fait d'identifier cela chez les autres avec tant de clarté peut être précisément parce que vous reconnaissez quelque chose qui existe aussi en vous. Je ne dis pas que votre perception est erronée, je dis qu'elle peut être amplifiée, que votre radar est peut-être trop sensible, et que peut-être, juste peut-être, toutes les interactions superficielles ne sont pas des mensonges. Certaines personnes sont vraiment légères, certaines conversations sont vraiment superficielles sans mauvaise intention, et rejeter tout ce qui n'est pas profond peut vous laisser sans rien. Mais reconnaître cela ne résout pas le problème central. Car même si vous assouplissez un peu votre perception, même si vous essayez de donner plus de chance aux gens, vous sentez toujours quand quelque chose ne colle pas, et ce sentiment ne disparaît pas. Il a été calibré au fil des ans, et il a été calibré pour une raison. Parce qu'à un moment donné de votre vie, le fait de ne pas faire confiance vous a sauvé. Le fait de ne pas croire aux apparences vous a protégé. Garder vos distances vous a évité de souffrir. Et maintenant, ce mécanisme est tellement intégré que vous ne vous souvenez même plus comment c'était avant de voir les couches, avant de vous méfier, avant d'avoir besoin d'autant d'authenticité pour vous sentir en sécurité. Mais une chose est sûre, ce radar n'est pas apparu par hasard, il a été installé. Et si vous voulez comprendre pourquoi il fonctionne avec autant d'intensité aujourd'hui, vous devez revenir à l'endroit où il a été programmé pour la première fois. Vous devez vous tourner vers la maison où vous avez appris à vous méfier. Tout enfant a besoin de certaines certitudes fondamentales, qu'il sera pris en charge, qu'il sera vu, qu'il peut être sûr que l'amour ne disparaîtra pas du jour au lendemain. Et lorsque ces certitudes existent, l'enfant grandit avec un sentiment intérieur de sécurité qui lui permet de s'ouvrir au monde sans crainte. Mais lorsque ces certitudes n'existent pas, lorsque l'affection est imprévisible, lorsque la présence est conditionnelle, lorsque l'amour s'accompagne d'exigences ou de menaces, quelque chose change. L'enfant cesse de faire automatiquement confiance et il commence à observer, à tester, à évaluer. Et c'est à ce moment précis que le radar émotionnel naît. Si vous avez grandi dans une maison où vous ne saviez jamais quelle version de vos parents vous alliez trouver en rentrant de l'école, vous avez appris à lire les signes, le ton de la voix, la posture, le silence pesant ou la conversation forcée. Vous avez appris que l'approche pouvait être dangereuse selon l'humeur de l'autre, que demander de l'attention au mauvais moment générait du rejet, qu'exprimer un besoin était risqué. Alors, vous avez arrêté de demander. Et vous avez commencé à observer d'abord, à prendre la température émotionnelle avant de vous exposer. Et plus vous faisiez cela, plus vous deveniez efficace pour détecter l'instabilité, pour sentir quand quelque chose était sur le point d'exploser, pour vous retirer avant d'être blessé. Cette capacité vous a sauvé. Elle vous a permis de naviguer dans un environnement émotionnellement imprévisible sans vous effondrer complètement. Mais elle a eu un prix. Parce que vous n'avez jamais pu vous détendre. Vous n'avez jamais pu être simplement un enfant. Vous étiez toujours en mode vigilance, toujours en train de traiter des informations, toujours prêt au pire. Et cela a façonné la façon dont vous interagissez avec tout le monde jusqu'à aujourd'hui. Parce que lorsque l'amour primaire est confus, tout lien ultérieur est suspect. Lorsque la première expérience d'intimité a été instable, vous testez chaque nouvelle intimité jusqu'à l'épuisement, pas par choix, par réflexe. Et il y a un détail crucial ici. Je ne parle pas nécessairement d'abus déclarés, je ne parle pas de violence explicite.
Je parle de foyers où l'affection était conditionnelle, où vous étiez aimé lorsque vous répondiez aux attentes et ignoré lorsque ce n'était pas le cas, où l'attention était une monnaie d'échange pour un bon comportement, où l'affection existait, mais toujours avec une clause invisible. Et cette conditionnalité a enseigné quelque chose de profond. Elle a enseigné que vous deviez mériter l'amour, qu'il n'était pas garanti, qu'il pouvait être retiré à tout moment si vous faisiez une erreur. Et cela a créé un adulte qui n'accepte pas les miettes affectives, qui exige une réelle réciprocité, qui sent quand quelqu'un vous accorde une attention calculée, et qui s'éloigne rapidement lorsqu'il perçoit le moindre signe de condition cachée. Jung dirait que dans ce type d'environnement, l'enfant développe ce qu'il appelait un faux moi adaptatif, une version de lui-même qui n'existe que pour maintenir la paix, pour plaire, pour éviter le rejet. Et si ce masque fonctionne à l'intérieur, s'il protège l'enfant, il crée également une division interne brutale. Car sous le masque se cache un enfant réel, en colère, effrayé, avec des besoins non satisfaits. Et cet enfant apprend à se cacher, à ne pas faire confiance, à ne jamais montrer sa véritable vulnérabilité. Et quand vous grandissez, cette division persiste. Vous continuez à porter des masques pour vous protéger, mais maintenant vous détectez aussi les masques des autres, avec une précision chirurgicale, parce que vous connaissez le mécanisme de l'intérieur. Et cela explique beaucoup de choses. Cela explique pourquoi vous vous sentez mal à l'aise quand quelqu'un est trop gentil trop vite. Parce que vous savez que la gentillesse peut être une stratégie. Cela explique pourquoi vous vous éloignez quand quelqu'un tente de vous imposer une intimité forcée. Parce que vous avez déjà vécu une fausse intimité et que vous savez comment cela se termine. Cela explique pourquoi vous avez tant de mal à croire en l'affection sincère, même quand elle est là devant vous, parce que vous avez été formé à douter. Et défaire cet apprentissage n'est pas une question de volonté. Il s'agit de reprogrammer un système qui a été installé par nécessité de survie. Mais il y a une autre conséquence de cette origine. Vous avez grandi en croyant que les relations sont un travail difficile, que vous devez toujours être vigilant, que baisser la garde est dangereux. Et cela vous amène à prendre les relations trop au sérieux, alors que d'autres personnes nouent et rompent des amitiés avec légèreté. Vous traitez chaque lien comme un engagement profond. Parce que pour vous, laisser quelqu'un entrer dans votre vie est un risque réel. Vous ne le faites pas de manière désinvolte. Vous le faites avec sérieux. Et vous attendez de l'autre qu'il le traite aussi avec sérieux. Mais la plupart des gens ne fonctionnent pas ainsi. Pour eux, l'amitié peut être légère, fluide, sans engagement. Et lorsque vous exigez de la profondeur dès le début, vous effrayez les gens. Vous semblez trop intense, trop exigeant. Et les gens reculent. Vous vous retrouvez alors dans une situation impossible. Vous ne pouvez pas construire de liens sans profondeur, mais la profondeur effraie ceux qui ne sont pas encore prêts pour elle. Et vous n'avez pas la patience d'attendre que quelqu'un soit prêt, parce que le temps investi dans une relation superficielle vous semble être du temps perdu. Vous abandonnez donc rapidement. Vous vous éloignez avant même de donner une chance réelle, et vous justifiez cela en disant que la personne n'était pas authentique, qu'elle n'était pas à votre niveau, qu'elle n'en valait pas la peine. Mais au fond, ce qui se passe, c'est que votre système de défense rejette la connexion avant qu'elle ait une chance de vous blesser. Et ce n'est pas de la conscience, c'est de la peur. La peur déguisée en sélectivité. Et cette peur est fondée parce que vous avez déjà été blessé. Vous avez déjà fait confiance et vous avez été déçu. Vous vous êtes déjà ouvert et vous avez été ignoré. Vous avez déjà attendu de la réciprocité et vous avez reçu de l'indifférence. Et chacune de ces expériences a renforcé votre conviction qu'il est plus sûr de rester seul, qu'il vaut mieux ne dépendre de personne, que la dépendance émotionnelle est une faiblesse. Et vous avez construit toute votre identité sur cette indépendance. Vous êtes fier de ne pas avoir besoin des autres, d'être autonome, de pouvoir vous sentir bien tout seul. Mais est-ce vraiment une force? Ou est-ce simplement la meilleure stratégie que vous ayez trouvée pour ne pas ressentir la douleur d'être à nouveau vulnérable et sans protection? Car il y a une énorme différence entre choisir d'être seul parce que vous vous sentez bien dans votre peau et être seul parce que vous avez peur de vous rapprocher des autres. Et parfois, la frontière entre les deux est si mince que vous ne savez même pas de quel côté vous vous situez. Vous regardez votre vie. Vous voyez que vous avez peu d'amis et vous vous persuadez que c'est parce que vous avez évolué, parce que vous êtes trop profond, trop conscient, trop authentique. Et c'est en partie vrai. Mais c'est aussi en partie un mécanisme de défense qui n'a jamais été désactivé. Et tant que vous ne regarderez pas cette partie, tant que vous ne reconnaîtrez pas que votre radar peut vous protéger de menaces qui n'existent plus,
vous resterez seul, non par choix conscient, mais par défaut automatique. Et cela change tout, parce que lorsque la protection devient prison, vous ne remarquez même pas que la porte est verrouillée de l'intérieur. Il y a un moment précis dans la vie de toute personne qui a développé ce type de radar émotionnel, un moment où le mécanisme de défense cesse de vous protéger et commence à vous emprisonner. Et le plus troublant, c'est que vous ne vous rendez pas compte quand cela se produit. Parce que de l'extérieur, tout semble pareil. Vous restez sélectif, vous restez exigeant, vous continuez à préférer la solitude à une compagnie vide de sens. Mais à l'intérieur, quelque chose a changé. Ce qui était un choix est devenu une compulsion. Ce qui était de la prudence est devenu de la rigidité. Et ce qui était une protection légitime est devenu un blocage absolu. Au début, vos filtres avaient un sens. Vous avez appris à vous éloigner des personnes manipulatrices, des environnements toxiques, des relations qui vous vidaient sans vous combler. Et chaque fois que vous faisiez cela, chaque fois que vous disiez non à quelque chose qui ne vous convenait pas, vous vous sentiez plus fort, plus conscient, plus en phase avec vous-même. Et vous l'étiez vraiment, parce que quitter les endroits qui vous font du mal n'est pas une faiblesse, c'est de la sagesse. Le problème, c'est qu'à un moment donné, vous avez cessé de faire la distinction entre une menace réelle et un inconfort normal, entre une personne véritablement problématique et une personne simplement imparfaite, entre une relation qui vous nuit et une relation qui demande simplement des efforts. Et quand cela se produit, quand le filtre devient trop fin, personne ne passe. Tu commences à tester les gens d'une manière qu'ils ne remarquent même pas. Tu attends d'eux qu'ils fassent preuve d'une authenticité absolue dès la première rencontre. Tu exiges qu'ils prouvent leur pure intention avant que tout lien ne commence. Tu observes chaque mot, chaque geste, chaque micro-expression à la recherche de signes de fausseté. Et tout ce qui ne correspond pas parfaitement à ton modèle interne de confiance devient une raison de rejeter la personne. Quelqu'un a mis du temps à répondre à un message? Désintérêt. Quelqu'un a annulé un rendez-vous? Manque de considération? Quelqu'un n'a pas compris un besoin que vous n'avez même pas exprimé? Manque d'empathie. Et vous vous éloignez, rapidement, définitivement, sans donner de seconde chance. Jung parlait du danger de s'identifier trop à sa propre blessure. Lorsque vous passez autant de temps à vous protéger de quelque chose, vous commencez à construire votre identité sur cette protection. Et alors, toute tentative de baisser la garde semble être une trahison envers soi-même. Parce que si vous laissez quelqu'un entrer, si vous faites confiance, si vous vous permettez d'être vulnérable, vous avez l'impression de trahir tout le chemin que vous avez parcouru pour vous renforcer, comme si vous reveniez à cette ancienne version de vous-même qui acceptait les miettes, qui se soumettait, qui se blessait sans cesse. Et vous avez juré que vous ne seriez plus jamais cette personne. Alors maintenant, vous rejetez toute possibilité qui s'en rapproche de près ou de loin, même quand ce n'est pas le cas. Et cela crée un paradoxe cruel. Plus vous vous protégez, plus vous vous retrouvez seul. Plus vous vous retrouvez seul, plus vous vous convainquez que vous devez vous protéger. Et le cycle se referme. Vous interprétez la solitude comme la preuve que vous aviez raison d'être sélectif. Après tout, si les gens ne parviennent pas à passer vos filtres, c'est leur problème, pas celui de vos filtres. Ils ne sont pas à votre niveau, ils ne sont pas assez profonds, ils ne sont pas assez authentiques. Et vous restez seul, mais maintenant avec un récit qui justifie tout. Un récit qui transforme l'isolement en vertu, en évolution, en supériorité émotionnelle. Mais il y a une différence brutale entre avoir des critères et avoir des attentes impossibles. Entre savoir ce que vous n'acceptez pas et rejeter tout ce qui n'est pas parfait. Parce que la perfection relationnelle n'existe pas. Tout le monde porte des masques. Tout le monde a des moments de fausseté. Tout le monde déçoit parfois. Et si vous exigez de quelqu'un qu'il soit complètement transparent, complètement cohérent, complètement disponible émotionnellement dès le début, vous exigez quelque chose que vous-même n'êtes pas capable d'être. Et ce n'est pas de la conscience, c'est une défense déguisée en norme. Il y a un autre signe évident qui montre que la protection est devenue une prison. Vous remarquez que même quand quelqu'un de sincère apparaît, même quand une possibilité réelle de connexion se présente, vous sabotez tout, pas de manière déclarée, de manière subtile. Vous créez de la distance, vous trouvez des raisons de douter, vous amplifiez les petits défauts jusqu'à ce qu'ils deviennent des défauts insurmontables. Et quand la personne finit par abandonner et s'en va, vous respirez de soulagement. Parce qu'au fond, vous aviez peur. Peur que si vous laissiez cela grandir, vous perdriez le contrôle. Peur que si vous vous ouvriez vraiment, vous seriez à nouveau blessé. Et il est plus sûr de rester seul que de courir ce risque, même si cette sécurité est vide.
Jung appelait cela l'identification à l'ombre. Vous rejetez chez les autres ce que vous n'avez pas intégré en vous-même. Si vous avez du mal à faire confiance, vous considérez tout le monde comme indigne de confiance. Si vous avez peur d'être abandonné, vous abandonnez les premiers. Si vous avez été manipulé dans le passé, vous voyez de la manipulation partout. Et plus vous projetez votre propre blessure sur les personnes qui vous entourent, moins vous êtes capable de voir qui elles sont vraiment. Vous ne voyez que le reflet de votre douleur. Et cela vous maintient prisonnier dans un cycle où vous ne bougez jamais. Parce que vous ne regardez jamais au bon endroit. Vous regardez à l'extérieur en essayant de trouver la personne parfaite qui passera vos tests. Mais le problème n'est pas à l'extérieur. Il réside dans le fait que ces tests sont impossibles à passer. Et il y a encore une autre couche. Quand vous vivez seul pendant si longtemps, quand vous passez des années à vous convaincre que c'est mieux ainsi, vous commencez à romancer la solitude. Vous créez toute une philosophie autour d'elle. Vous parlez de la liberté que procure le fait de ne dépendre de personne, de la puissance que procure le fait de se suffire à soi-même, de l'évolution que représente le fait de préférer la qualité à la quantité. Et tout cela semble beau, cela semble profond, mais sous ce discours se cache l'épuisement. Il y a la fatigue d'être toujours sur ses gardes. Il y a l'envie de se détendre, de faire confiance, de ne pas avoir à analyser chaque interaction sous tous les angles avant de décider si elle est sûre. Mais vous ne l'admettez pas. Parce qu'admettre cela reviendrait à accepter que vous n'êtes peut-être pas aussi bien seul que vous le dites. La vérité, c'est que la solitude prolongée vous change, pas nécessairement pour le mieux. Elle peut vous rendre plus conscient, plus profond, plus authentique, mais elle peut aussi vous rendre plus rigide, plus méfiant, plus isolé, et plus vous passez de temps seul, plus il devient difficile de s'ouvrir, parce que vous vous y habituez. Vous créez des routines qui n'incluent personne, vous créez une vie qui fonctionne sans avoir à négocier d'espace avec quelqu'un d'autre. Et quand quelqu'un essaie d'entrer, cela ressemble à une invasion. Cela semble perturber la paix que vous avez construite. Et vous vous éloignez, non pas parce que la personne est mauvaise, mais parce que vous ne savez plus comment inclure quelqu'un sans avoir l'impression de perdre une partie de vous-même. Et c'est le signe le plus clair que la protection est devenue une prison. Lorsque vous ne parvenez plus à faire la distinction entre préserver votre paix et éviter toute connexion. Lorsque toute tentative d'approche semble être une menace, lorsque vous préférez une solitude garantie à un lien incertain, non par sagesse, mais par peur, peur de redevenir dépendant, peur d'être à nouveau déçu, peur de découvrir que vous n'êtes pas aussi fort que vous devez croire que vous l'êtes, parce que tant que vous êtes seul, vous contrôlez tout, vous contrôlez le rythme, vous contrôlez la distance, vous contrôlez le récit, mais dès que vous laissez quelqu'un entrer, vous perdez ce contrôle. Et perdre le contrôle pour ceux qui ont grandi dans un environnement imprévisible est insupportable. Alors vous restez seul et vous continuez à appeler cela un choix. Vous continuez à dire que c'est parce que vous êtes trop profond, trop conscient, trop authentique, et une partie de cela reste vraie, mais une autre partie, celle que vous ne voulez pas voir, est une peur cristallisée. C'est un traumatisme non résolu. C'est un mécanisme de défense que vous n'avez jamais désactivé parce que vous ne vous êtes jamais senti assez en sécurité pour le faire. Et tant que vous ne regarderez pas cela en face, tant que vous n'admettrez pas que vos filtres vous protègent peut-être de choses qui ne sont plus des menaces, vous resterez prisonnier d'une solitude que vous avez construite de vos propres mains. Et la question qui reste est simple mais dévastatrice. Êtes-vous seul parce que vous l'avez choisi ou parce que vous avez peur de choisir autrement? Il existe un test interne que Jung suggérait pour distinguer l'individuation authentique de l'isolement névrotique. C'est un test simple, mais brutal dans l'honnêteté qu'il exige. La question est la suivante. Lorsque vous êtes seul, ressentez-vous de la paix ou du soulagement? Parce que la paix est un état positif. C'est la plénitude. C'est être bien avec soi-même, sans avoir besoin de quoi que ce soit d'extérieur pour se combler. Mais le soulagement est l'absence de menace. C'est simplement la fin de la tension. C'est ne pas être mal, mais pas nécessairement être bien. Et la différence entre les deux révèle tout. Si vous vous sentez en paix seul, si vous pouvez passer des heures, des jours, des semaines, en votre propre compagnie sans ressentir de vide, sans avoir besoin d'une distraction constante, sans vous précipiter vers les réseaux sociaux ou toute autre forme de bruit juste pour ne pas rester avec vos propres pensées, alors vous êtes en train de vous individualiser. Vous êtes en train de devenir qui vous êtes vraiment. Vous avez développé un moi suffisamment fort pour soutenir votre propre présence. Et quand quelqu'un apparaît, quand une possibilité de connexion se présente, vous évaluez clairement, sans peur.
sans désespoir, mais avec un réel discernement. Vous pouvez voir si cette personne vous apporte quelque chose ou non. Et vous pouvez choisir sans urgence, sans manque, sans avoir besoin de combler un vide intérieur par une présence extérieure. Mais si ce que vous ressentez lorsque vous êtes seul est un soulagement, si la solitude n'est qu'un moyen d'éviter l'anxiété d'être proche des gens, si vous préférez rester seul parce que c'est plus sûr, moins imprévisible, moins risqué, alors vous n'êtes pas en paix. Vous êtes en fuite de l'exposition, en fuite de la vulnérabilité, en fuite de la possibilité d'être à nouveau blessé. Et ce n'est pas de la force. C'est une protection qui est devenue une norme permanente. C'est la peur qui fonctionne en pilote automatique. Et vous pouvez passer des années, voire des décennies, à croire que vous avez choisi cette vie. Mais au fond, vous savez que vous n'avez pas choisi. Vous avez simplement accepté parce que cela semblait être la seule option sûre. Et il y a d'autres signes. Lorsque vous êtes dans une individuation saine, vous ne ressentez pas de ressentiment envers les autres. Vous ne regardez pas les personnes qui vivent des relations heureuses avec cynisme. Vous n'avez pas besoin de minimiser les liens des autres pour valider votre solitude. Vous êtes sincèrement heureux de voir des gens connectés parce que vous savez que si vous le vouliez, si vous trouviez quelqu'un qui vous correspondait, vous seriez ouvert. Mais lorsque vous êtes dans un isolement défensif, vous ressentez de l'amertume. Vous regardez les couples, les groupes d'amis, les personnes entourées et vous pensez « tout cela est faux ». Ils ne savent pas ce que je sais. Ils vivent en surface. Et vous utilisez cela pour vous sentir supérieur, pour justifier pourquoi vous êtes seul et pas eux. Autre signe crucial, la rigidité. Lorsque vous êtes en phase d'individuation, vous avez des critères clairs, mais flexibles. Vous savez ce qui est non négociable, mais vous savez aussi ce qui relève de la préférence. Vous comprenez que les gens sont imparfaits et qu'un véritable lien se construit avec patience. Vous laissez de la place à l'erreur, à l'ajustement, à la croissance mutuelle. Mais lorsque vous êtes en isolement défensif, tout devient un critère absolu. La moindre erreur est un motif de rejet. La moindre imperfection est un signe d'incompatibilité. Et vous ne donnez jamais de seconde chance. Parce que donner une seconde chance vous obligerait à baisser votre garde. Et vous ne faites confiance à personne suffisamment pour le faire, pas même à vous-même. Et peut-être le signe le plus révélateur de tous, l'épuisement. Si vous vous sentez vraiment bien seul, vous avez de l'énergie. Vous produisez, vous créez, vous vous développez. La solitude vous nourrit. Mais si vous êtes en isolement défensif, vous vous sentez vidé, même sans rien faire, même sans interagir avec personne. Parce que maintenir ces défenses actives en permanence consomme énormément d'énergie. Vous vivez dans un état d'alerte faible, mais constant, toujours en train de traiter, toujours en train d'évaluer, toujours prêt à rejeter tout ce qui semble être une menace. Et cela fatigue d'une manière que vous ne remarquez même plus, car c'est devenu votre état normal. Jung disait que l'individuation n'est pas un processus qui consiste à s'éloigner du monde. C'est un processus qui consiste à se différencier du monde afin de pouvoir ensuite interagir avec lui de manière authentique. L'idée n'a jamais été de rester seul pour toujours. L'idée était d'arrêter de vivre en pilote automatique, d'arrêter de porter des masques, d'arrêter de se modeler pour plaire, et ensuite, à partir de cette authenticité, de construire de véritables liens. Avec des personnes qui vous voient tel que vous êtes vraiment, qui acceptent qui vous êtes vraiment, qui n'exigent pas que vous soyez quelqu'un d'autre. Mais si vous vous êtes arrêté en cours de route, si vous vous êtes différencié mais n'êtes jamais revenu pour nouer des relations, vous n'avez pas mené le processus à son terme. Vous vous êtes simplement isolé. Et c'est là que beaucoup de gens bloquent. Parce que renouer des relations après avoir passé tant de temps seul semble impossible. On dirait qu'il faudrait renoncer à tout ce que l'on a acquis, à toute autonomie, à toute clarté, à toute paix. Mais ce n'est pas le cas. Il ne s'agit pas de tout accepter à nouveau. Il ne s'agit pas d'abaisser vos standards. Il ne s'agit pas de faire semblant que tout va bien alors que ce n'est pas le cas. Il s'agit de reconnaître que peut-être, juste peut-être, vous avez transformé l'instinct de conservation en isolement et qu'il y a une différence entre les deux. L'instinct de conservation, c'est savoir quand partir, quand dire non, quand s'éloigner de quelque chose qui vous fait du mal. Mais l'isolement, c'est ne jamais s'engager, ne jamais essayer, ne jamais donner sa chance. C'est rejeter tout préventivement pour ne prendre aucun risque. Et vivre ainsi est sûr, mais c'est vide, parce que la connexion humaine, par définition, implique un risque. Elle l'a toujours impliqué, elle l'impliquera toujours.
Et essayer d'éliminer tout risque, c'est essayer d'éliminer la possibilité même d'un lien réel. Vous êtes protégé, mais vous êtes aussi seul. Et il arrive un moment où vous devez décider ce qui pèse le plus lourd, la sécurité ou la connexion. Intégrer l'ombre dans ce contexte signifie accepter que vous êtes aussi humain, que vous avez aussi des besoins relationnels, que vous voulez aussi être vu, compris, accepté, et que nier cela, prétendre que vous vous sentez parfaitement bien seul, alors qu'au fond de vous, une partie de vous réclame à grands cris une connexion, est un mensonge. C'est un masque. C'est exactement le genre de fausseté que vous rejetez chez les autres. Sauf que maintenant, vous le faites à vous-même. Vous utilisez le discours de l'individuation pour cacher votre peur, et tant que vous ne l'admettrez pas, vous ne pourrez pas vraiment choisir, parce que pour faire un vrai choix, vous devez voir toutes les options, y compris celle de vous ouvrir, d'essayer, de prendre des risques, même en sachant que cela peut mal tourner. La question n'est donc pas « suis-je seul ?» La question est « suis-je seul parce que je le veux ou parce que j'ai peur de vouloir autre chose ?» Et vous seul pouvez y répondre. Personne d'autre ne peut vous le dire. Parce que vu de l'extérieur, l'individualisation et l'isolement semblent identiques. Les deux impliquent la solitude. Les deux impliquent la sélectivité. Les deux impliquent une préférence pour la profondeur. Mais de l'intérieur, la différence est abyssale. L'un vous rend plus fort, l'autre vous épuise. L'un vous comble, l'autre ne fait que vous protéger. L'un est un choix conscient, l'autre est un schéma automatique que vous n'avez jamais remis en question. Et si vous réalisez après tout cela que vous êtes peut-être plus isolé qu'individuel, cela ne signifie pas que vous avez échoué. Cela signifie que vous voyez enfin clairement. Et la clarté est la première étape vers un véritable changement. Car tant que vous croyez que tout va bien, que vous avez choisi cela, que c'est ainsi que les choses doivent être, vous ne changez rien. Mais dès l'instant où vous admettez que vos filtres bloquent peut-être plus qu'ils ne protègent, vous ouvrez des possibilités. La possibilité de reconstruire des liens sans renoncer à qui vous êtes, la possibilité d'avoir des relations sans revenir aux anciens schémas, la possibilité d'avoir de véritables relations sans perdre votre authenticité. Et cela change tout, car pour la première fois, vous ne choisissez pas entre la solitude et la soumission. Vous choisissez entre l'isolement défensif et une relation consciente, et c'est un choix complètement différent. Si vous êtes arrivé jusqu'ici et que vous avez reconnu qu'au moins une partie de votre solitude vient de la peur et non d'un choix, la question suivante est inévitable. Et maintenant, comment renouer des relations sans retomber dans les mêmes schémas qui vous ont blessé auparavant? Comment faire de la place aux autres sans renoncer à vos limites? Comment construire des liens authentiques sans accepter à nouveau des miettes? Et la réponse n'est pas simple, parce qu'elle exige que vous appreniez à faire quelque chose que vous n'avez jamais vraiment su faire. Trouver l'équilibre. Équilibrer protection et ouverture, critères et flexibilité, authenticité et patience. La première chose que vous devez comprendre, c'est la différence entre abaisser ses standards et assouplir ses attentes. Abaisser ses standards, ce serait accepter le manque de respect, accepter la manipulation, accepter quelqu'un qui vous épuise juste pour ne pas être seul. Et cela, vous ne le faites pas. Vous ne devez pas le faire. Mais assouplir ses attentes, c'est différent. C'est accepter que la personne en face de vous ne sera pas parfaite, qu'elle aura des mauvais jours, qu'elle dira parfois quelque chose sans réfléchir, qu'elle commettra de petites erreurs. Et cela ne signifie pas qu'elle est fausse ou que le lien n'en vaut pas la peine. Cela signifie qu'elle est humaine. Et les humains sont incohérents. Et vous aussi. Cela exige que vous développiez quelque chose que vous n'avez probablement jamais eu, la tolérance à l'imperfection. Pas une tolérance à l'abus. Pas une tolérance à la toxicité, mais une tolérance au fait que personne ne correspondra à 100% à votre norme interne d'authenticité. Parce que cette norme a été construite sur la douleur. Elle a été construite pour vous protéger de tout ce qui vous a blessé. Et c'est pourquoi elle est extrême. Elle ne laisse aucune marge. Elle ne permet aucune erreur. Et tant que vous fonctionnerez uniquement selon cette norme, personne ne passera le test. Jamais. Parce que vous exigez une perfection relationnelle que vous-même n'êtes pas capable d'offrir. L'exercice consiste donc à identifier ce qui est non négociable et ce qui relève de la préférence. Ce qui est non négociable, c'est ce qui, s'il est violé, détruit votre paix. Le manque de respect répété, le mensonge conscient, la manipulation évidente, le manque de réciprocité élémentaire. Vous n'acceptez pas ces choses et vous ne devriez pas les accepter. Mais les préférences, c'est différent. Une préférence, c'est « j'aimerais que la personne réponde rapidement ».
J'aimerais qu'elle comprenne mes besoins sans que j'aie besoin de les verbaliser. J'aimerais qu'elle soit profonde dans toutes les conversations. Et les préférences peuvent être négociées, elles peuvent être ajustées, parce que l'autre a aussi des préférences. Et un lien réel se construit dans l'espace entre ce que vous voulez et ce que l'autre peut vous donner. Autre changement fondamental, permettre une vulnérabilité progressive. Vous n'avez pas besoin de vous ouvrir complètement dès le début. Vous n'avez pas besoin de raconter toute votre histoire, d'exposer toutes vos blessures, de montrer toutes vos faiblesses dès la première conversation. Mais vous ne pouvez pas non plus rester éternellement fermé en attendant que l'autre prouve qu'il est digne de confiance, car la preuve absolue n'existe pas. La confiance se construit petit à petit. Vous faites un pas. Vous voyez comment l'autre réagit. Si la réaction est rassurante, vous faites un autre pas. Et ainsi de suite. Il ne s'agit pas de se jeter à l'eau. Il s'agit de tester l'eau petit à petit. Et cela demande de la patience. La vôtre et celle de l'autre personne. Et il y a quelque chose d'important ici. Vous devez apprendre à communiquer vos limites sans culpabilité, sans trop vous justifier, sans vous expliquer jusqu'à l'épuisement. Simplement, je ne me sens pas à l'aise avec ça. J'ai besoin d'espace maintenant. Cela dépasse mes limites. Point final. Si la personne respecte cela, tant mieux. Si elle vous pose des questions avec curiosité, sans vous invalider, vous pouvez vous expliquer. Mais si elle vous invalide, si elle vous donne l'impression que vos limites sont exagérées, éloignez-vous. Sans colère, sans ressentiment, juste avec clarté. Parce qu'une personne qui ne respecte pas une limite clairement exprimée n'est pas une personne sûre pour une relation profonde. Jung disait qu'une relation consciente exige que les deux personnes soient en processus d'individuation. Pas nécessairement au même stade, mais au moins sur le même chemin. Parce que si vous êtes en train de vous connaître, de vous développer, de vous approfondir, et que l'autre personne vit en mode automatique, il n'y a pas de véritable rencontre. Vous parlerez des langues différentes. Donc, pour reconstruire des liens, il faut rechercher des personnes qui sont également engagées dans ce voyage. Pas nécessairement des personnes qui sont déjà arrivées au bout, mais des personnes qui essaient, qui se remettent également en question, qui regardent également à l'intérieur d'elles-mêmes, qui apprécient également l'authenticité. Et ces personnes existent. Elles ne se trouvent simplement pas dans les endroits évidents. Vous ne trouverez pas ces personnes dans des environnements superficiels. Vous ne les trouverez pas dans des fêtes où tout le monde joue un rôle. Vous ne les trouverez pas dans des interactions rapides et superficielles. Vous les trouverez dans des espaces où la profondeur est permise. Des groupes d'études, des communautés d'intérêt sincères, des activités qui exigent une présence réelle, de longues conversations sans précipitation. Et vous vous retrouvez en étant vous-même dans ces espaces, sans forcer, sans essayer de plaire, juste en existant. Et quand quelqu'un résonnera avec ce que vous êtes, vous le saurez. Vous n'aurez pas besoin de tester jusqu'à l'épuisement. Vous n'aurez pas besoin de forcer. Ça coulera de source, et c'est le signe. Mais il y a un détail crucial. Vous devez accepter que reconstruire des liens prend du temps, beaucoup de temps. Parce que vous avez passé des années, peut-être des décennies, à vous fermer, à construire des murs, à éloigner les gens. Et défaire cela ne se fait pas du jour au lendemain. Vous aurez des rechutes. Il y aura des moments où vous voudrez vous refermer. Il y aura des interactions qui activeront votre radar et vous voudrez fuir. Et ce n'est pas grave. Il ne s'agit pas de ne plus jamais avoir peur. Il s'agit de ne pas laisser la peur décider à votre place. Il s'agit de reconnaître quand la peur est légitime et quand elle est un ancien schéma, et de faire un choix conscient, même quand ce choix fait mal. Et il faut être clair, la solitude totale est également insoutenable. Les êtres humains sont des animaux sociaux. Vous pouvez être introverti, vous pouvez avoir besoin de beaucoup de temps seul, vous pouvez avoir une énergie sociale limitée, mais vous avez quand même besoin de connexion, d'être vu, d'être compris, d'avoir quelqu'un qui témoigne de votre existence. Et nier cela, prétendre que vous n'avez besoin de personne, c'est nier une partie de ce qui fait de vous un être humain. Jung appelait cela l'inflation du moi. Lorsque vous vous identifiez tellement à votre propre force que vous en oubliez que vous avez aussi des faiblesses, et que la fragilité n'est pas une faiblesse, elle fait simplement partie de la condition humaine. L'équilibre consiste donc à conserver vos filtres sans en faire des remparts, à être sélectif sans être impossible, à exiger l'authenticité sans exiger la perfection, à protéger votre paix sans vous isoler complètement. Et c'est un travail quotidien. Il n'y a pas de formule magique, il n'y a pas de marche à suivre qui fonctionne pour tout le monde, parce que chaque personne a une histoire différente, des blessures différentes, des schémas différents. Mais le principe est le même.
reconnaître quand la protection est devenue une prison, et choisir consciemment d'ouvrir la porte, ne serait-ce qu'une fente, ne serait-ce que pour voir ce qui se passe, parce que tant que la porte est complètement fermée, vous êtes en sécurité, mais vous êtes aussi seul. Et il est peut-être temps de découvrir s'il est possible d'avoir les deux, la sécurité et la connexion, l'authenticité et le lien, vous-même et quelqu'un à vos côtés, pas n'importe qui, mais quelqu'un de réel, quelqu'un qui passe vos filtres non pas parce qu'il est parfait, mais parce qu'il est vrai. Et la vérité, en fin de compte, c'est tout ce que vous avez toujours voulu. Après tout ce qui a été dit, après avoir reconnu les schémas, compris les origines, distinguer la protection de l'emprisonnement, la question pratique demeure. Comment exactement construire des liens authentiques sans revenir aux schémas qui vous ont blessé? Comment naviguer dans le monde social tout en conservant votre vérité intacte? Et la réponse commence par quelque chose qui semble simple, mais qui est révolutionnaire, une clarté interne absolue sur ce qui est non négociable et ce qui ne l'est pas. Vous devez vous asseoir avec vous-même et faire une distinction brutale. D'un côté, dressez la liste de ce qui détruit vraiment votre paix. Le manque de respect systématique, la manipulation consciente, manque de réciprocité élémentaire, violation des limites après les avoir verbalisées, fausseté évidente et répétée. Ces choses, lorsqu'elles apparaissent, ne sont pas négociables. Peu importe à quel point vous vous sentez seul, peu importe à quel point vous voulez que cela fonctionne. Si quelqu'un agit ainsi de manière systématique, vous partez, sans culpabilité, sans deuxième chance infinie, parce que ce n'est pas de la sélectivité excessive, c'est de la légitime préservation de soi. D'un autre côté, dressez la liste de vos préférences. Vous aimeriez que la personne soit plus communicative, vous aimeriez qu'elle comprenne vos besoins sans que vous ayez à les verbaliser. Vous aimeriez que toutes les conversations soient profondes. Vous aimeriez qu'elle ait les mêmes intérêts que vous. Et voici la dure réalité. Les préférences ne sont pas des critères, ce sont des désirs. Et les désirs peuvent être ajustés. Ils peuvent être assouplis, parce que la personne en face de vous a aussi ses préférences. Elle a aussi sa propre façon de communiquer. Elle a aussi son propre rythme d'ouverture. Et un véritable lien se crée lorsque deux ensembles de préférences trouvent un terrain d'entente, pas lorsqu'un exige que l'autre s'adapte complètement. Et cela exige une maturité émotionnelle brutale, parce que vous devrez verbaliser vos besoins au lieu d'attendre que l'autre les devine. Vous devrez dire « quand tu fais ça, je ressens ça ». Vous devrez demander ce dont vous avez besoin au lieu de tester si l'autre est suffisamment intuitif pour le percevoir tout seul. Et cela va à l'encontre de tout ce que vous avez appris, parce que vous avez grandi en devant deviner l'humeur des autres, en devant lire des signes subtils pour savoir s'il était sûr de s'approcher. Et maintenant, vous attendez que tout le monde fasse de même pour vous. Mais ce n'est pas le cas. La plupart des gens n'ont pas ce radar. Et exiger qu'ils l'aient, c'est exiger qu'ils aient la même blessure que vous. Et ce n'est pas juste. Jung disait que l'individuation n'est pas un processus solitaire qui aboutit à l'isolement. C'est un processus qui vous prépare à une relation réelle. Parce que lorsque vous vous connaissez vraiment, lorsque vous avez intégré vos ombres, lorsque vous avez cessé de projeter vos blessures sur les autres, vous pouvez enfin voir qui est devant vous. Pas une projection, pas un test, pas un reflet de votre passé, mais une personne réelle, avec ses propres blessures, avec ses propres schémas, avec ses propres limites. Et vous pouvez choisir si vous voulez être proche de cette personne en particulier ou non. Non pas parce qu'elle réussit tous les tests, mais parce qu'elle est authentique dans ses limites. Et il y a quelque chose de crucial ici. Vous devez rechercher des personnes qui sont également dans ce processus, pas nécessairement des personnes qui sont déjà prêtes. Personne n'est jamais prêt. Mais des personnes qui essaient aussi, qui se remettent aussi en question, qui apprécient aussi l'authenticité, qui sont aussi prêtes à faire le travail intérieur. Parce que si vous évoluez et que l'autre personne stagne, vivant en pilote automatique, la relation ne tient pas. Vous allez évoluer dans une direction et elle va rester immobile. Et finalement, la distance devient trop grande. Mais où trouver ces personnes? Pas dans des environnements superficiels, pas dans des fêtes où tout le monde joue un rôle, pas dans des interactions rapides basées sur l'apparence ou le statut. Vous les trouverez dans des espaces où la profondeur est permise, des groupes de discussion sur des sujets importants, des communautés qui pratiquent quelque chose de significatif, des activités qui exigent une présence réelle, pas seulement physique, de longues conversations sans précipitation et sans objectif spécifique autre que de faire connaissance.
Et vous vous trouvez en étant vous-même dans ces espaces, sans masque, sans essayer d'impressionner, juste en existant. Et quand quelqu'un vous correspondra, vous le saurez. Vous n'aurez pas besoin de forcer l'intimité. Vous n'aurez rien à prouver. Tout se fera naturellement. Et quand vous rencontrerez quelqu'un comme ça, quand une réelle possibilité de connexion se présentera, la prochaine étape sera une vulnérabilité progressive. Ne vous jetez pas tête baissée. N'exposez pas tout d'un coup en espérant que l'autre se montre digne de toute votre histoire. Mais ne restez pas non plus éternellement fermé en testant indéfiniment. Commencez petit. Partagez quelque chose de vrai, mais pas de dévastateur. Voyez comment la personne réagit, si elle respecte, si elle valide, si elle rend l'appareil en se montrant vulnérable. Si la réponse est sûre, vous ouvrez une autre couche, et ainsi de suite. La confiance ne se donne pas d'un seul coup, elle se construit petit à petit. Et chaque petite confirmation de sécurité permet de passer à l'étape suivante. Mais vous devez également accepter des rythmes différents. Certaines personnes s'ouvrent rapidement, d'autres mettent des mois, voire des années. Et cela ne signifie pas qu'elles sont fausses. Cela signifie qu'elles ont une histoire différente, des mécanismes différents. Et si vous exigez que tout le monde s'ouvre à votre rythme, à votre tempo, à votre manière, vous resterez seul. Parce que vous exigez que le monde fonctionne selon vos normes internes. Et le monde ne fonctionne pas ainsi. Les gens ne fonctionnent pas ainsi. Et plus vite vous l'accepterez, plus vite vous pourrez construire de véritables liens. Communiquer ses limites sans culpabilité est une autre compétence essentielle. Quand quelque chose vous dérange, quand quelqu'un dépasse une limite, vous le dites simplement. Pas avec colère, pas avec du ressentiment accumulé, mais sur le moment, avec clarté. Je ne me sens pas à l'aise avec ça. J'ai besoin de plus d'espace. Ça ne marche pas pour moi. Et ensuite, vous observez. Si la personne respecte immédiatement, tant mieux. Si elle vous pose des questions pour mieux comprendre, sans vous invalider, vous expliquer. Mais si elle vous donne l'impression que votre limite est exagérée, que vous êtes trop sensible, que vous compliquez les choses, vous disposez d'une information claire. Cette personne n'est pas sûre pour une relation profonde, et vous vous éloignez, pas de manière dramatique, juste progressivement, sans explication exhaustive, car ceux qui respectent les limites n'ont pas besoin d'une justification de 3 pages pour accepter un refus. Et il y a une vérité qui doit être dite. Les amitiés profondes prennent du temps, beaucoup de temps. On ne construit pas une véritable intimité en quelques semaines. On ne crée pas une véritable confiance en quelques mois. Cela prend des années de cohabitation constante, de présence répétée, de traverser des situations difficiles ensemble et de voir comment chacun réagit. Et il faut être patient pour cela. Parce que si vous attendez une connexion instantanée, si vous exigez que la personne prouve toute sa valeur dès le début, vous abandonnez avant même de lui avoir donné une vraie chance. Et peut-être que la personne que vous avez repoussée trop vite était justement celle qui aurait pu devenir un véritable lien, si vous aviez attendu. Mais il faut aussi être clair. Vous ne cherchez pas à sauver quelqu'un. Vous ne cherchez pas un projet. Vous ne cherchez pas quelqu'un à réparer ou à être réparé. Vous cherchez un partenaire, quelqu'un qui marche à vos côtés, pas devant vous pour vous tirer, pas derrière vous pour vous ralentir, mais à vos côtés, au même rythme, avec la même intention de grandir. Et cela élimine beaucoup de gens. Cela élimine ceux qui veulent que vous régliez leur vie. Cela élimine ceux qui veulent vous contrôler. Cela élimine ceux qui veulent une relation basée sur la dépendance. Et cela ne laisse que ceux qui veulent un véritable partenariat. Et un véritable partenariat est rare, mais il existe. Jung disait que le but ultime de l'individuation n'est pas la solitude éclairée. C'est la capacité à établir des relations sans se perdre soi-même. C'est réussir à être proche sans se dissoudre. C'est réussir à aimer sans s'annuler. C'est réussir à recevoir sans se sentir redevable. C'est réussir à donner sans se vider. Et cela n'est possible que lorsque vous êtes entier. Lorsque vous ne cherchez pas chez l'autre ce qui vous manque. Lorsque vous n'utilisez pas le lien pour combler un vide intérieur, mais que vous offrez une présence complète. Et que vous recevez une présence complète. Et que vous construisez ensemble quelque chose qu'aucun de vous deux ne pourrait construire seul. Et peut-être le point le plus important de tous, vous devez reconnaître que l'isolement complet a aussi un prix. Vous pouvez être fort, vous pouvez être indépendant, vous pouvez être autosuffisant dans de nombreux domaines. Mais vous restez humain. Et les humains ont besoin d'un témoin. Ils ont besoin de quelqu'un qui voit leur existence et confirme qu'ils sont là, qu'ils comptent, que leur expérience est réelle. Et nier ce besoin, prétendre que vous n'avez jamais besoin de personne,
C'est un mensonge que vous vous racontez à vous-même. C'est une défense déguisée en vertu. Et tant que vous n'admettrez pas que vous avez aussi des faiblesses, que vous avez aussi besoin de liens, vous resterez prisonnier du discours selon lequel vous vous sentez bien tout seul, même quand ce n'est pas le cas. Voilà donc la feuille de route. Être clair sur ce qui est non négociable et ce qui relève des préférences. Rechercher activement des personnes qui vivent un processus similaire. Faire preuve d'une vulnérabilité progressive basée sur des réponses sûres. Communiquer clairement ses limites sans culpabiliser. Être patient pour construire lentement la confiance. Refus des dynamiques de sauvetage ou de dépendance. Et acceptation du fait que vous avez besoin de gens. Pas n'importe qui, mais des gens réels. Et que cela ne vous rend pas faible. Cela vous rend humain. Et être humain, complètement humain, avec toutes les contradictions que cela implique, c'est exactement ce qu'a toujours été l'individuation. Pas un isolement glorifié, mais une intégration complète. Et l'intégration implique de reconnaître qu'une partie de vous veut être seule, et une partie de vous veut être accompagnée. Et les deux peuvent être vrais en même temps. Vous vous souvenez de cette scène au début? L'invitation qui est arrivée, le message sur votre téléphone portable, le poids que vous avez ressenti en le lisant, la question dérangeante, y a-t-il quelque chose qui cloche chez moi? Maintenant, vous connaissez la réponse. Non, il n'y a rien qui cloche. Il y a quelque chose de différent. Vous avez développé une perception que la plupart des gens n'ont pas. Vous avez appris à détecter le mensonge, là où les autres ne voient que la normalité. Vous avez construit des filtres qui protègent votre paix, même si cela signifie rester seul. Et ce n'est pas un défaut. Ça ne l'a jamais été. C'est la conséquence directe d'être devenu trop conscient pour accepter n'importe quoi. Mais maintenant, vous savez aussi autre chose. Vous savez qu'il y a une différence entre être seul par sagesse et être seul par peur. Entre une sélectivité saine et un isolement défensif. Entre protéger votre énergie et vous enfermer dans une prison que vous avez vous-même construite. Et cette différence change tout. Parce que lorsque vous pensiez faire un choix conscient, lorsque vous croyiez que votre solitude était un signe d'évolution, vous n'aviez pas besoin de remettre quoi que ce soit en question. Vous pouviez continuer comme avant, en vous justifiant, en rationalisant. Convaincu que le problème venait des autres, jamais de vos normes impossibles à atteindre. Mais maintenant que vous avez vu l'autre couche, maintenant que vous avez reconnu qu'au moins une partie de votre solitude provient de mécanismes installés dans l'enfance, de blessures qui ne se sont jamais complètement cicatrisées, de peurs déguisées en discernement, vous ne pouvez plus faire semblant de ne pas savoir. Et savoir change la responsabilité. Parce que tant que vous ne saviez pas, tant que vous pensiez que c'était simplement qui vous étiez, vous pouviez continuer de la même manière. Mais maintenant que vous savez, maintenant que vous comprenez toute l'architecture, rester immobile est un choix conscient. Et un choix conscient a un poids différent. La vérité la plus dure de toutes est celle-ci. Avoir peu d'amis, voire aucun, n'est pas automatiquement un signe de force. Cela peut l'être. Cela peut être le signe que vous avez mûri au-delà de ce que la plupart des gens peuvent supporter, que vous avez développé une authenticité qui fait peur, que vous n'avez tout simplement plus votre place dans les endroits superficiels. Et si c'est le cas, si vous êtes vraiment en paix avec vous-même, si vous pouvez rester seul sans vous sentir vide, si vous êtes ouvert à la connexion lorsqu'elle se présente de manière authentique, mais que vous ne souffrez pas de son absence, alors tout va bien. Vous êtes exactement là où vous devriez être. Mais si vous êtes seul parce que vous avez peur, si vous rejetez les gens par précaution pour ne pas prendre de risques, si vous utilisez le discours de l'évolution pour cacher que vous ne savez tout simplement plus comment faire confiance, alors tout ne va pas bien. Et faire semblant que tout va bien ne fait que prolonger la souffrance, parce que la solitude basée sur la peur n'est pas viable. Elle fatigue, elle vide, elle vous épuise à toujours être sur vos gardes. Et il arrive un moment où la protection pèse plus lourd que n'importe quelle menace réelle. Jung disait que le processus d'individuation ne culmine pas dans un isolement glorieux, mais dans la capacité à établir des relations authentiques. Tout le parcours, tout le travail pour se connaître, intégrer ses ombres, arrêter de projeter, développer un moi fort, tout cela sert à vous préparer à un lien réel. Pas un lien basé sur le manque, pas un lien basé sur la dépendance, mais un lien entre deux personnes entières qui choisissent d'être ensemble parce qu'elles s'enrichissent mutuellement, et non parce qu'elles ont besoin de combler un vide chez l'autre. Et si vous vous êtes arrêté en cours de route, si vous vous êtes différencié mais n'êtes jamais revenu pour établir une relation, vous n'avez pas achevé le processus. Vous vous êtes simplement isolé avec une belle histoire. Et peut-être que la question la plus importante que vous pouvez vous poser maintenant est:
Qu'est-ce que je veux vraiment? Est-ce que je veux rester seul parce que c'est vraiment ce que je préfère? Ou est-ce que je veux m'ouvrir à la possibilité d'une véritable connexion, même si je sais que cela comporte des risques? Et il n'y a pas de réponse universelle, il n'y a que votre réponse. Elle dépendra de votre situation actuelle, de ce que vous avez déjà vécu, de ce que vous voulez encore vivre, et de ce que vous êtes prêt à risquer pour avoir quelque chose de différent. Si vous décidez d'essayer, de reconstruire des liens sans renoncer à qui vous êtes, la voie est tracée. Vous savez maintenant que vous devez distinguer les éléments non négociables des préférences, que vous devez communiquer vos besoins au lieu d'attendre que les autres les devinent, que vous devez vous permettre une vulnérabilité progressive basée sur des réponses sûres, que vous devez rechercher des personnes qui sont dans un processus similaire au vôtre, que vous devez avoir la patience de construire lentement la confiance et que vous devez accepter l'imperfection sans accepter le manque de respect. Ce n'est pas un chemin facile, mais c'est un chemin possible. Et si vous décidez que vous préférez rester seul, que cela vous convient vraiment, que les coûts des relations pèsent plus lourd que les avantages, ce n'est pas grave non plus. Vous n'avez pas besoin d'être comme tout le monde. Vous n'avez pas besoin de suivre le script social qui dit que vous devez avoir un grand groupe d'amis pour être complet. Vous pouvez choisir la solitude. Vous pouvez choisir d'avoir peu ou pas de liens, tant que c'est un choix réel. Tant que ce n'est pas de la peur déguisée en préférence, à condition que vous soyez véritablement en paix et pas seulement soulagé d'avoir évité une menace. Mais quel que soit votre choix, une chose est sûre, vous ne devez rien à personne en termes de performance sociale. Vous n'avez pas à justifier pourquoi vous avez peu d'amis, vous n'avez pas à vous expliquer à ceux qui trouvent cela étrange. Vous n'avez pas à vous forcer à être présent dans des endroits où vous ne voulez pas être, juste pour prouver que vous êtes sociable, parce que votre vie vous appartient, vos critères vous appartiennent. Et s'ils vous laissent tranquille, s'ils vous permettent de rester entier, s'ils vous protègent des relations qui vous épuisent, alors ils remplissent leur fonction. Et personne de l'extérieur n'a le droit de juger cela. La force de choisir sa propre compagnie, qu'il s'agisse de solitude ou de liens sélectifs, réside dans le fait de faire ce choix consciemment, dans le fait de savoir pourquoi vous êtes là où vous êtes, en reconnaissant quand il s'agit d'évolution et quand il s'agit de peur, en ajustant ce qui doit être ajusté, en conservant ce qui fonctionne et en acceptant que vous pouvez changer d'avis, que vous pouvez passer des années seul et ensuite décider que vous voulez essayer autre chose, ou vous pouvez essayer de vous ouvrir et vous rendre compte que vous préfériez votre situation antérieure. Et ce n'est pas grave, parce que vous n'êtes pas prisonnier. Vous faites un choix, et un choix lorsqu'il est conscient a toujours de la dignité. La première étape concrète, si vous voulez la franchir, est simple. Observez votre prochaine interaction sociale. Que ce soit une invitation que vous recevez, une conversation informelle que vous avez, une rencontre qui se présente, et demandez-vous, suis-je ici par choix ou par obligation? Suis-je ouvert à une véritable connexion ou est-ce que je ne fais que respecter le protocole? Est-ce que je teste la personne pour l'éliminer ou suis-je sincèrement curieux? Et en fonction de la réponse, vous faites un choix conscient. Rester, partir, essayer, reculer. Mais quoi que ce soit un choix, pas un réflexe automatique, pas la peur qui agit seule, mais vous consciemment décidant de ce qui a du sens maintenant. Car au final, avoir peu ou pas d'amis n'est pas le problème. Le problème, c'est de ne pas savoir pourquoi vous êtes dans cette situation. C'est vivre en mode automatique, en pensant que c'est un choix, alors que ce n'est que de la peur cristallisée. C'est utiliser le discours de l'évolution pour ne jamais regarder la partie qui fait mal. Mais quand vous regardez, quand vous comprenez, quand vous reconnaissez l'architecture complète, vous pouvez enfin choisir. Et choisir, même si cela vous mène au même endroit où vous étiez déjà, à un poids complètement différent. Parce que maintenant vous savez. Et savoir a toujours été le but. Pas nécessairement changer, mais savoir. Et à partir de cette connaissance, décider, consciemment, librement, sans que la peur ne dicte seule. Et si après tout cela vous réalisez que vous voulez essayer, que vous voulez faire de la place pour quelqu'un, que vous voulez construire un véritable lien, même en sachant que cela peut mal tourner, sachez que cela ne vous rend pas faible. Cela vous rend courageux, parce qu'il est beaucoup plus facile de rester seul. Il est beaucoup plus sûr de ne pas prendre de risques. Il est beaucoup plus confortable de maintenir des murs élevés et de ne jamais laisser personne s'approcher. Mais le courage n'est pas l'absence de peur. C'est agir malgré elle. C'est reconnaître le risque et choisir d'essayer quand même. Et peut-être, juste peut-être qu'au-delà de cette tentative,
Il y a quelque chose que vous n'avez jamais eu, quelqu'un qui vous voit vraiment, quelqu'un qui vous accepte tel que vous êtes, quelqu'un qui marche à vos côtés sans vous demander d'être différent. Et si vous trouvez cela, cela vaut chaque moment de vulnérabilité que vous avez dû traverser pour y arriver. Maintenant, je veux savoir ce que vous en pensez. Après tout ce qui a été dit, pouvez-vous identifier si votre solitude provient d'un choix conscient ou d'une peur déguisée en sélectivité? Laissez vos commentaires. Vous n'avez pas besoin de raconter toute votre histoire, mais partagez ce qui vous a touché, ce qui vous a fait penser différemment, ce que vous avez reconnu en vous-même. Parce que cette conversation ne s'arrête pas là. Elle se poursuit dans chaque personne qui la regarde et s'y reconnaît. Et lorsque vous partagez, vous aidez les autres à se reconnaître également. N'oubliez pas, vivre en pleine conscience est un choix. Éveillez votre esprit, affrontez vos désirs et éclairez votre ombre. Comptez sur moi dans cette aventure et continuez à suivre les prochaines vidéos de la chaîne.